journal de Télésignal. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition du Grand Journal sur Télésignal. Merci d'être avec nous. À la une de l'actualité, entre 3 et 3,8 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, s'alarme le coordonnateur national de la sécurité alimentaire. Une situation qui risque d'empirer dans les prochains jours en raison notamment de la dévaluation de la gourde par rapport au dollar américain, prévient Pierre Gary Mathieu. Plusieurs candidats écartés de la course à la présidence contestent la décision du CEP. Edwin Zeni dénonce une exclusion, la plateforme politique paysan, un manque de volonté du CEP à organiser de bonnes élections dans le pays. Dans l'actualité également, 17 pays assistent à la conférence régionale annuelle de l'Association des chambres de commerce de l'Amérique latine et de la Caraïbe, ouverte ce lundi à Port-au-Prince. Evans Paul a lancé les échanges autour du thème « L'investissement de la diaspora en Amérique latine et dans la Caraïbe ». Hier, 14 juin, a marqué la Journée nationale de l'enfant. L'Institut du bien-être social et de recherche a pour l'occasion tenu un salon de la protection des enfants, une occasion pour certains enfants de se familiariser avec leurs droits fondamentaux. Ce 14 juin a aussi marqué la Journée mondiale des donateurs de sang, célébrée par la Croix-Rouge haïtienne autour du thème « Merci de me sauver la vie, don de sang, don de vie ». Les donateurs se font rares, déplore la CRH. À l'étranger, aux États-Unis, Jeb Bush annonce sa candidature à la primaire républicaine pour la course à la Maison-Blanche. Et puis enfin, le Saint-Siège ouvre en juillet prochain un premier procès au Vatican dans une affaire de pédophilie. L'accusé, un ancien nonce apostolique en République dominicaine, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Voilà pour les titres. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Merci de votre fidélité. Le développement du journal. La sécheresse ayant affecté plusieurs communes du pays depuis l'année dernière a de lourdes conséquences sur la production locale, fait remarquer le coordonnateur national de la sécurité alimentaire, l'agronome Gary Mathieu, citant entre autres la baisse des denrées agricoles, la hausse des prix de produits sur le marché local. Pour pallier la perte de production liée au problème à la sécheresse, le responsable de la CNSA préconise une meilleure maîtrise de l'eau dans les communes les plus affectées par la sécheresse. Il annonce en ce sens des travaux à haute intensité de main-d'œuvre au niveau des systèmes d'irrigation des zones les plus affectées par cette situation. Les propos de Pierre Gary Mathieu au micro de Ludmilla Marc et Jasmin Denis. Département qui plus concerné au moins dit nous, mais dans le département, il y a des communes, surtout on peut parler de sud-est, c'est surtout les communes de Tchot, Grand-Gosier, Ansapide, Belance, ou prend toute zone Bénet, Côte-de-Fer. Ou bien les deux communes de la Gonave, ou bien Fonverette, et puis nous avons surtout le bas nord-ouest. Le bas nord-ouest est extrêmement préoccupant avec les communes de Jean-Rabel, Baie-de-Haine, Mol-Saint-Nicolas et même une bonne partie de la commune des Gonaïves par le fait que la commune ça depuis 2014 était dans une situation de sécheresse. Donc, perspective, CNS a pensé que nous avons des prix qui vont de plus en plus haut. Nous avons une production qui est à la baisse en attendant que nous fassions évaluation annuelle là, qui parle de nos vrais chiffres. Et puis nous pensons pour
il y a des interventions, les interventions que le gouvernement prévoit, c'est que le problème, non, c'est toujours le même problème non, chaque année. Depuis les années 2000, 2008, nous avons toujours une perte de production qui est faite par déficit pluviométrique. Donc, c'est un problème de l'eau. Et ça fait principale recommandation, c'est qu'il y a des interventions qui sont faites pour nous capables de maîtriser l'eau. Et même le nous demander pour des travaux IMO à haute intensité de main-d'œuvre, nous plus ciblés tête socio, tête rivière. Et le ministère de l'Agriculture actuellement, il a fait inventaire de tout point d'eau, tout système d'irrigation pour capable bien des travaux haute intensité de main-d'œuvre qui fait surtout pour maîtriser de l'eau. Et comme annoncé en titre, la sécurité alimentaire en Haïti ces derniers temps est très préoccupante. Entre 3 et 3,8 millions d'habitants sont en situation d'insécurité alimentaire, selon des chiffres fournis par le coordonnateur national de sécurité alimentaire. L'agronome Pierre Gary Mathieu fait remarquer que cette situation sera plus alarmante dans les prochains jours en raison de la dévaluation de la gourde par rapport au dollar américain. Le responsable de la CNSA plaide en faveur de la relance de la production nationale. Les précisions de l'agronome Pierre Gary Mathieu. Heureusement, il y a une structure comme la CNSA qui a fait suivi, qui bat nos chiffres. Le dernier chiffre que nous avons gagné, c'était environ 3 millions de personnes. Mais nous pensons qu'avec la situation de crise que nous vivons là et que nous aussi raté production et que nous avons moins mangé, donc nous avons moins revenus, ou pas plus de monde qui parle tomber dans l'insécurité alimentaire. Jusqu'à présent, le chiffre varié entre 3 à 3,8 millions. Il y a des efforts qui étaient faits pendant toute l'année 2012, 2013, 2014, mais il y a des efforts tout qui pas soutenus, qui fait que des prochaines évaluations que nous avons bien pour nous faire des vrais chiffres. Mais c'est une situation qui est préoccupante, surtout avec l'augmentation du prix de dollar qui fait qu'on parle des produits alimentaires de plus en plus chers, qui fait que les plus pauvres parlent surtout pénalisés avec un prix manger qui est capable cher. Donc, ça fait intervention, c'est non seulement dans la production, parce que le problème, c'est que nous produisons moins, avec un déficit de près de 60%, lié énorme, au besoin de plus en plus de dollars, et dollars là, monté bois qu'on y a, qui dit que faut que nous relancer la production de façon sérieuse, il faut que nous financer le plan de relance de l'agriculture, et il faut que nous baillons un gros support à l'agriculture familiale pour que, même j'en ai fait promotion pour agribusiness, agriculture commerciale, nous sommes capables d'investir tout dans l'agriculture familiale qui peut permettre d'augmenter la production. Dossier élection, un total de 41 506 candidats ont été enregistrés pour les prochaines élections municipales et locales. 15 239 ASEC ont déposé leur dossier dans les bureaux communaux. 12 271 CASEC, 4 930 délégués de ville et 5 167 pour les mairies. France Bernardin, le porte-parole du CEP, a annoncé que les bureaux du contentieux électoraux communaux seront bientôt constitués afin de recueillir les différents cas de contestation. Certains des conseillers électoraux se trouvent pour l'instant dans des régions reculées du pays pour évaluer les structures électorales, a précisé France Bernardin au micro de journalistes Saint-Ilus et Wendy Henry. Enregistrement, ASEC 17 065, CASEC 13 231, délégué de ville 5 605, maire 5 605. Donc, dépôt de pièces, c'est CASEC, c'est 15 239, CASEC 12 271, CASEC, délégué de ville 4 930 et puis maire 5 167. Qu'on y a là, nous parlons que dans l'autre étape, c'est BCEC, Bureau contentieux électoral communal. On a son l'autre étape qui va le gagner, côté que tout cas ça, c'est différents cas, des cas de contestation qui va le gagner pour le présenter devant le bureau ça. Pendant toute ce même week-end là, et puis début semaine ça encore, nous gagnons plusieurs conseillers qui sont en région, nous avons gagné directeur DEA lui-même, qui était là tout avec le directeur exécutif là, lui-même tout le temps en région tout. Non seulement il a fait formation pour le monde ça au cap gagner, pour comprendre exactement comment le processus ça déroulé, gagner tout au monde l'autre travail qui fait tout parallèlement, c'est exactement regarder comment bureau BCE, BEDIO, comment BEC une façon capable de faire une évaluation comment oui parce que CEPA lui-même l'entend avancer avec le processus là. Jusqu'à présent, nous-mêmes CEPA n'a pas avancé. Pour qu'il n'y ait aucune lumière rouge qui dit nous ralentir, qui dit nous font camper, nous-mêmes n'avons pas avancé pour nous respecter ça que les échéances que nous gagnons. Nous connaissons c'est 9 août, l'autre la deuxième c'est 25 octobre, troisième c'est 27 décembre que nous respectons nous-mêmes comme un échéancier pour nous qui est d'une grande importance.
Les sit-ins tenus devant le siège central du Conseil électoral provisoire à Pétionville la semaine écoulée, à l'initiative de partis politiques réclamant des explications sur l'éviction de leurs membres candidats aux prochaines législatives, semblent ne pas trop préoccuper l'organisme électoral. Si l'on en croit le porte-parole du CEP, Franz Bernardin, affirme que tout citoyen est libre de faire passer ses revendications. Franz Bernardin. Bon, ça c'est tout à fait normal, d'ailleurs, ce n'est pas la première fois, chaque fois qu'il y a une élection, toujours comme ça. Donc, on ne pas connaître qui service et responsable sécuritaire qui ça peut faire. Donc, si c'est la même bonne position que le capable de prendre, sur ça, le capable de prendre, à propos de pas empêcher les gens de manifester, d'autant que ce sont des citoyens qui ne pas qui ça capable de faire ça. Pas dans les deux mal que capable de manifester, sauf que au moins que CPA lui-même, si tu as une position, si tu as une bagarre dit, donc les membres du CPA sont capables de faire une déclaration publique pour tout le monde capable de connaître qui position à propos de ces différentes manifestations. Et on croit que toute la vie à lui-même a un maximum, de minimum de situations limites. On ne va pas marcher tranquille là. Donc on croit que nous avons toujours des situations que nous avons présentées. C'est à nous-mêmes qui pour connaître qui j'en pour nous gérer, parce que nous avons une responsabilité. La plateforme politique paysan dit croire que la publication par le Conseil électoral provisoire vendredi dernier de la liste définitive de candidats à l'élection présidentielle de 2015 est la preuve que l'organisme électoral n'a pas la volonté d'organiser de bonnes élections dans le pays, mettant en avant le fait que le CEP de rejeter la candidature de l'ancien Premier ministre haïtien Laurent Salvador Lamotte pour défaut de décharge, alors que ce dernier avait en sa possession une décision de justice autorisant l'institution électorale à agréer la candidature de l'ex-chef du gouvernement. La plateforme politique paysan rejette la liste définitive. Écoutons à ce sujet Marie-Evelyne César. Elle est la coordonnatrice de la plateforme paysan. Ces propos sont recueillis par Wesley Antoine et Yvon Seiti. Plateforme paysan voyez jeter. Publication liste candidats qui agréés pour participer dans la course électorale. Pour qui ça? L'on constate manœuvre à complot, secteur qui contrôle le Conseil électoral provisoire a fait pour mettre dehors candidat Laurent Salvador Lamotte dans la course là. Ça montre nous que Conseil électoral provisoire au point pas sorti pour faire bon genre élection dans le pays. Parce que candidat Laurent Lamotte gagne une décision justice qui sortit en faveur. Côté décision ça exiger Conseil électoral provisoire pour accepter candidat pour participer à la prochaine élection face à une possibilité pour commission bicamérale parlement fournir certificat de charge comme ça doit. Mes amis, nous toujours remédions. La justice élève une nation. Mais je ne dis à qui ça nous est. Conseiller électoral yo passé en papier, yo décision, la justice non. Le candidat à la présidence non agréé, Edwin Zeni, interprète le rejet de sa candidature par le CEP comme un acte d'exclusion, vu que, soutient-il, il a réuni toutes les conditions exigées par la loi pour prendre part à l'élection présidentielle de 2015. Le candidat écarté dit déplorer que la candidature de certains candidats ait été agréée par le Conseil électoral provisoire, quoique confronté à un problème de décharge. Edwin Zeni appelle le CEP à reconsidérer son cas, sinon, affirme-t-il, l'institution électorale doit écarter tous les autres candidats ne réunissant pas les exigences du décret électoral. Edwin Zeni. La décharge, dans 2 jours, ça va faire 4 mois pour le décharge. Si on va dans 2 jours, et 2 Zeni dit son propre conseil de vote. Son argent est barré. C'est clair? Parce que on enquête pour 4 mois. En tant que Maïssa Jamel, ancien, depuis 2009, il m'a de décharge. Il a un jamais pas de groupe. Il quitte la ville là, jamais donne 5 millions de gouttes. Soit la vision erreur, ou bien soit la retirée, j'ai fini mal à tout autre millimètre. Parce que sinon, ça va passer, même le monde n'est pas le président, le matin, quel que soit le monde, nous allons protester. Parce que KIP n'a pas crédit encore.
C'est ça lié. Donc, surtout que, pas jamais le problème, ça va arriver une fois que nous jamais le problème. Dans la constitution claire, nous avons sur besoin du président de la République. Mais pour bien tout ça, pas de problème encore. Ce n'est pas ça qu'on dit là, oui. Ou bien on dit que est-ce que ce n'est pas pour motif de mauvaise conduite? Non. Est-ce qu'il y a une liste sur mon dia? Non, il va venir. Donc je dis à l'éclair que nous avons un problème d'exclusion. Et nous avons cherché pour pouvoir pour un groupe. Parce que si on perd durant 5 ans, ça, 5 ans plus tard, peut-être. C'est pas un oui, parce que c'est bon Dieu qui a fait là. C'est le président Matéli qui a pris le candidat encore. La question de décharge a toujours été une arme politique destinée à écarter certaines personnes des différentes compétitions électorales en Haïti. C'est l'avis exprimé par le directeur exécutif de l'organisation Initiative de la société civile. Le responsable de l'ISC dit croire que le problème de décharge que confrontent plusieurs anciens hauts fonctionnaires de l'État dans le cadre de la réalisation des élections cette année est le résultat de l'irresponsabilité de l'exécutif. Les propos de Ronnie Desroches au micro de Wesley Antoine et Max Joseph. Et son problème, je pense, qui est grave parce que il n'est pas normal qu'il y ait un individu qui t'a servi l'État et qui, je dis, a besoin des charges, que ce soit pour continuer à servir l'État, que ce soit pour régler l'affaire personnelle, que le pas joindre des charges. À partir du moment, bien sûr, l'IT gérer l'argent de l'État convenablement, n'est-ce pas, en toute honnêteté, en toute intégrité. Donc ça, c'est un bagage qui est vraiment dommage. Et espérer que ces dernières fois, on va comme ça capable de vivre dans le pays et que nos dirigeants à l'avenir sont capables de montrer aux responsables par rapport à l'État, c'est-à-dire que l'État a besoin de pouvoir exécutif, mais il a besoin de pouvoir législatif, il a besoin de pouvoir judiciaire pour être capable de fonctionner comme ça doit. Oui, c'est vrai, il faut dire que décharge là toujours il y a une âme politique. Moi-même, je suis capable de ministre de l'Éducation nationale en 1986. Moi, écrit Cour supérieure des comptes pendant des années et des années pour des charges, il n'y a pas de balil, etc. Donc là, toujours une façon pour qu'imber au monde, n'est-ce pas, loin de l'arène politique, etc., etc. Haïti élection toujours. Dans une note datée du 13 juin 2015, la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en Haïti et les autres membres de la communauté internationale en Haïti, représentés au sein du corps groupe, affirment avoir pris note de la publication de la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle par le Conseil électoral provisoire en date du 12 juin 2015. Cette publication est une étape importante dans la mise en œuvre du processus électoral, lit-on dans la note. Le corps groupe réitère son plein soutien aux travaux du Conseil électoral provisoire et à l'organisation en cours des élections. Le corps groupe invite toutes les parties prenantes à continuer de participer de manière constructive au processus électoral de 2015. Le corps groupe croit opportun de consolider l'étape actuelle et de soutenir le CEP, le gouvernement et le peuple d'Haïti, y compris les partis politiques, dans la conduite d'élections justes, transparentes et inclusives dans un climat de sérénité, conclut la note. Autre nouvelle, ouverture ce lundi des locaux de l'École nationale des arts et de métiers ENAM, fraîchement reconstruit. Situé au boulevard de Jean-Jacques Dessalines à Port-au-Prince, cet établissement scolaire avait été sérieusement endommagé lors du séisme du 12 janvier 2010. La cérémonie inaugurale du bâtiment réhabilité s'est déroulée en présence notamment du Premier ministre haïtien Evans Paul, du consul italien Chérif Abdallah et du responsable pédagogique de l'ENAM, le père Sonel Romain. La reconstruction de l'ENAM est la preuve que les Salésiens de Don Bosco d'Haïti participent à l'émergence du pays. S'est réjoui père Sonel Romain, responsable pédagogique de l'institution, ajoutant qu'aucun développement n'est possible sans une formation solide. Les propos de Sonel Romain au micro de journaliste Saint-Illustre et Samus David François. Suite aux pertes enregistrées lors du tremblement de terre du 12 janvier 2010, après cette catastrophe qui a laissé l'ENAM dans un état de délabrement, les Salésiens d'Haïti ne pouvaient s'engager à la reconstruction de cette œuvre gigantesque sans une collaboration et coopération des amis étrangers.
la reconstruction de l'École nationale des arts et métiers sur les sites de la Saline témoigne l'engagement des Salésiens de Don Bosco pour l'émergence d'Haïti, car le développement et le progrès du pays passent inévitablement par la formation professionnelle. Cela rejoint notre objectif, qui est d'augmenter en quantité et en qualité le nombre de professionnels, le nombre de techniciens qualifiés qui doivent intégrer le marché du travail. Je tiens à attirer votre attention que ce n'est qu'un édifice. Nous avons encore besoin d'autres pour répondre aux exigences de toutes les disciplines qu'offre l'ENAM. Il nous faut des machines up-to-date, de l'outillage, des supports pédagogiques et des ouvrages adaptés pour bien transmettre notre formation aux jeunes. Le Premier ministre haïtien Evans Paul a rendu hommage aux Salésiens de Don Bosco d'Haïti pour les travaux accomplis dans le pays, notamment la reconstruction de l'École nationale des arts et de métiers ENAM qui a formé plusieurs générations de professionnels haïtiens. Le chef du gouvernement a encouragé les jeunes du pays à apprendre un métier ou une profession qui leur sera utile pour l'avenir. Les déclarations du Premier ministre haïtien Evans Paul. Car une société a besoin de ses artisans, de ses maçons, de ses mécaniciens, de ses ébénistes et charpentiers, etc., pour produire ou réaliser tout ce qui est utile et agréable. C'est pourquoi nous félicitons publiquement l'École nationale des arts et métiers ENAM de Saint-Jean-Bosco de La Saline d'avoir pensé à offrir, et ceci depuis déjà plusieurs années, un art, un métier utile aux jeunes qui fréquentent l'établissement. Je voudrais encourager tous les jeunes en général, les jeunes des deux sexes, à apprendre un métier ou une profession qui leur sera utile demain dans la vie. Celui ou seul qui a un métier est déjà une personne qui est placée sur le marché du travail. Il est donc une personne libérée, émancipée et productrice de richesse et de bien-être social pour elle-même et les membres de sa famille. L'École nationale des arts et de métiers ENAM dispose présentement de 5 filières de cours, à savoir l'électricité, le secrétariat général, technique informatique, maintenance industrielle et mécanique. L'école reçoit les inscriptions de postulants ayant atteint au moins la classe du RETO. Le responsable académique de l'ENAM, Père Sonel Roumain, explique que l'institution développe actuellement une formation autour de l'approche de la compétence, plus connue sous l'appellation APC, exigée par les responsables de la formation professionnelle qui annule la méthode brevet d'aptitude professionnelle. La formation APC donnera droit à l'étudiant de décrocher son diplôme de technicien une fois que son cycle de formation touche à sa fin. Les explications de Père Sonel Romain. Nous sommes capables de dire, et c'est ça, nous sommes capables de relayer l'innovation de la formation professionnelle en Haïti, parce que depuis 2007 déjà, nous voulons passer à une phase d'innovation, puisque diplôme que nous avons là, c'est un diplôme BAP, c'est brevet d'aptitude professionnelle, et nous voulons déjà passer un changement dans la ligne de l'INFP, Institut national de la formation professionnelle en Haïti, qui prônait une formation professionnelle avec une nouvelle méthodologie, c'est la méthode APC, approche par compétence. Donc nous changeons de niveau BAP et nous prenons le niveau DT, c'est diplôme de technicien, et élève qui doit participer dans le niveau ça, il faut qu'il fait RETO et philo, ou bien philo. Donc c'est un diplôme supérieur. Et ensuite, dans la ligne de l'APC, l'approche par compétence. Comme filière, nous avons 5, nous commençons avec lui. Ce sont les maintenances industrielles, la mécatronique, le secrétariat général, les techniques de l'informatique et puis l'électricité.
Autre nouvelle, la période des examens de la 6e année fondamentale a démarré ce lundi 15 juin pour prendre fin le 30 juin 2015. Durant cette période, les écoliers ont droit à 3 journées d'épreuves au sein de leur établissement respectif. À l'école nationale Célie Lilavoie, située au centre-ville de Port-au-Prince, ce lundi a marqué la première journée. Les écoliers ont subi les épreuves de français et des sciences sociales. Les élèves se disent satisfaits des examens. 48 écolières ont pris part aux épreuves, a indiqué la directrice de cette école publique, Marie-Henriette Duclerc-Moisset. Ces propos ont été recueillis par Ephysien Mathieu. Pour moi, c'était très bien. Je ne sais pas pour les autres, parce que cet examen-là, madame l'a déjà fait dans la classe avec nous. C'était très bien pour moi. Quel examen? Le français. L'examen n'était pas si dur, mais l'objectif c'était de travailler pour réussir. Je ne peux pas dire que c'était difficile non plus. Nous préparer l'examen. Après, madame nous fait un travail avec nous, nous étudier. Après, si madame nous commencé à faire un bagage avec nous dans la classe, nous avons fait faire la caille nous. Nous avons conseillé pour les compositeurs, pour ne pas tellement timide, pour ne pas peur, parce que l'examen n'est pas difficile. C'est l'examen qui était passé déjà, le ministère l'a réveillé pour nous encore. Nous-mêmes, nous organisons l'examen normalement. L'examen était préparé. Élèves en salle de classe. Ils ont composé, ils ont déjà terminé avec le bloc français. Là, dans l'après-midi de 1h à 2h30, élèves à plat, c'est pour sciences sociales. Nous n'avons pas jamais de difficulté. L'examen est organisé normalement, les élèves ont été préparés, ils ont composé sans problème. Message nous avons lancé à Timoun. Pays, c'est eux-mêmes. Nous demandons, fait tout ça dépend d'eux pour préparer, parce que l'avenir pays, c'est dans mes mains. Merci de me sauver la vie, don de sang, don de vie. C'est le thème autour duquel a été célébrée la journée mondiale des donateurs de sang hier dimanche par la Croix-Rouge haïtienne. L'occasion pour le président de la Croix-Rouge haïtienne de remercier les donneurs volontaires et familiaux qui ont fait le geste permettant de sauver des vies. Guito Jean-Pierre a par ailleurs déploré que son institution a jusqu'ici collecté seulement 12 000 pochettes de sang sur 40 000 envisagées pour cette année. Il en a profité pour inviter tout un chacun à faire don de sang. Et en guise de perspective, le docteur Jean-Pierre annonce la construction d'un centre de transfusion sanguine en Haïti. Il dit miser sur la collaboration des donateurs pour atteindre cet objectif. Le docteur Guito Jean-Pierre au micro de Ludmilla Mac et Maxo Joseph. Comme vous le savez, actuellement, au moment où je vous parle, nous avons probablement, d'après nos statistiques, une collecte de plus d'environ 12 000 pochettes, ce qui est loin, un peu en dessous du chiffre que nous nous sommes fixés de 40 000 pour la fin de l'année. Il va falloir redoubler d'ardeur, redoubler d'efforts pour que nous puissions atteindre ce niveau statistique en fin d'année. Nous savons qu'il y a au moins 7 000 donneurs volontaires à avoir investi leur courage, à avoir investi leur sens de solidarité avec les autres. Nous savons qu'il y a environ 4 000 donneurs familiaux qui ont fait le geste nécessaire, mais nous continuons de solliciter les citoyens pour qu'ils contribuent encore avec beaucoup plus d'acharnement à cette politique d'aider les autres qui sont dans le besoin, ceux qui sont frappés par la maladie, ceux qui sont victimes d'un accident de travail. Et ceux, on ne sait jamais, qui sait, peut-être que c'est nous-mêmes qui pourront en avoir besoin dans le futur. Donc vraiment, nous répercutons ce message de solidarité, nous répercutons ce message d'universalité. Nous comptons sur la collaboration, nous comptons sur la participation des membres du mouvement Croix-Rouge. Je dois même partager avec vous des défis auxquels nous allons faire face très bientôt. Nous devons penser comment, au sein du mouvement, mettre en place notre centre de transfusion sanguine. La construction de ce bâtiment est une priorité pour nous. Là encore, nous faisons appel non seulement aux bailleurs, mais également à ceux qui sont les piliers du mouvement Croix-Rouge et Croissant-Rouge qui sont actuellement présents en Haïti. Pour sa part, le représentant de l'OPS-OMS en Haïti, Jean-Luc Poncelet, informe que près de 108 millions de dons de sang sont collectés chaque année dans le monde et 65% de ces collectes sont destinées aux enfants les plus vulnérables. Selon lui, en Haïti, une personne sur deux a besoin de sang, mettant l'accent sur l'hémorragie qui constitue l'une des causes de la mortalité maternelle, en diminution constante dans le pays ces 10 dernières années.
Il souligne que le travail de l'OPS-OMS en Haïti consiste entre autres à s'assurer que plus de personnes fassent don de sang pour sauver des vies. Jean-Luc Poncelet. Les enfants sont donc une priorité, mais également les mères. Vous savez que Haïti a une mortalité maternelle qui est importante. Cette mortalité maternelle a diminué de moitié sur les 10 dernières années. Il y a 50% moins de femmes qui meurent par hémorragie qu'il y a une dizaine d'années. C'est donc un résultat extraordinaire accompli par le ministère et tous ses partenaires qui l'appuient. Mais il reste encore des chiffres très importants dans la mortalité maternelle par hémorragie. Il y a donc une initiative qui est appuyée par l'OMS également de viser à assurer qu'aucune femme ne meurt par hémorragie en Haïti. C'est quelque chose qui est possible, mais sans la collaboration de tous les Haïtiens, il ne sera pas possible de donner le sang nécessaire à ces mères qui malheureusement parfois sont dans des conditions difficiles et suite à une hémorragie peuvent mourir. Enfin, je pense qu'il y a deux messages principaux à adresser en ce 14 juin, journée mondiale des donneurs de sang. C'est remercier tous ceux qui l'ont fait. Il y a des donneurs de sang depuis de très nombreuses années. Il faut donner du sang, redonner du sang. N'ayez crainte, donner du sang est bon, il faut le faire, ça sauve les vies et ça ne met pas en risque la vôtre. C'était annoncé en titre ce 14 juin à ramener la journée nationale de l'enfant, célébrée autour du thème « Vote PAM, c'est vote pour protection Timoun ». À cette occasion, plusieurs activités ont été organisées, dont la remise de prix de concours, le salon de la protection de l'enfant, en présence des représentants des ministères des Affaires sociales, de l'éducation, de la jeunesse, de la santé, de l'UNICEF et des ONG. La directrice du bien-être social et de recherche a appelé à la collaboration de tous les secteurs en vue de garantir la protection des enfants dans le pays, ce qui, croit-elle, assurera un avenir meilleur aux enfants. Écoutons Ariel Gentil-Vildroin au micro de Maxo Joseph. Jeudi, normalement, c'est 14 juin, c'est jour national de l'enfant. Et après que jeudi, nous concrétisons avec une remise de primes parce que nous avons un concours artistique d'expression, c'est-à-dire d'écrit et de peinture. Et puis nous avons tout des primes, des coupes que nous avons remettre à 2 équipes de football parce qu'on connaît un championnat tout. Mais l'important, c'est que après que l'espace jeudi, ce n'est pas seulement pour remettre primes que lié, c'est surtout un espace de mobilisation, de concertation, de réflexion, ça que nous relève les salons de la protection de l'enfant. Les ouvrir, donc nous profitons de remettre prime là-dedans, mais comme moi dis, son mobilisation que nous avons cherché, son plaidoyer que nous avons fait pour mettre plus de personnes possibles dans la protection de Timoun, puis venir une contribution parce que demain, avenir nous commun, destin nous commun. Donc si nous ne mettons pas ensemble, amélioration vie Timoun ça pas faite. Sous à font une visite, on a réalisé que là nous avons un partenaire étatique qui là et ministère des Affaires sociales, éducation nationale, santé, sport, tout grand pilier qui dans protection Timoun et nous avons tout nous avons dit plus gros partenaires internationaux qui dans le domaine de protection Timoun là, ou gain UNICEF, ou gain World Vision, ou gain CRS, ou gain Plan Haïti, AFSI, Terre des Hommes. Donc la plupart yo là handicap international pour qui ça parce que c'est important pour la population vienne là aujourd'hui à demander yo qui ça a fait dans protection Timoun, qui avance gagné, qui réalisation gagné. Donc c'est ça que nous besoin motiver population, vienne demander, vienne bailler suggestion par nous, vienne bailler recommandation par nous. Et on va réaliser que année ça thème là est extrêmement significatif. C'est vote PAM, c'est vote pour protection Timoun. Ayant pris part aux activités et ayant clôturé cette journée nationale de l'enfant, plusieurs enfants n'ont pas caché leur satisfaction, notamment pour avoir été en compagnie d'autres enfants. Ils ont déclaré que les différentes activités réalisées dans le cadre de cette journée nationale les ont aidés à mieux se familiariser avec les autres et à connaître davantage leurs droits fondamentaux. Suivez les déclarations de certains d'entre eux au micro de Maxo Joseph. Étant donné que je suis un enfant, je pense que c'est important pour moi de participer à ce projet. Parce que à mon école, on nous a appris les droits de l'enfant, tout ce qu'un enfant doit faire, tout ce qu'on doit faire pour les enfants, ainsi que les devoirs de l'enfant.
Donc je pense que je dois participer, car c'est important pour aider les enfants, pour montrer aux gens que les enfants font partie de notre société. Je connais quelques droits de l'enfant comme le droit à la vie, le droit à la santé, le droit à la liberté d'expression, le droit d'alimentation, tout ça. Donc, un enfant, on doit toujours aider les enfants. Il faut qu'il y ait des assurances pour les enfants, comme des hôpitaux pour leur santé. Les enfants, il ne faut pas mettre les enfants en domesticité. Nous devons les aider pour qu'ils puissent aller à l'école, pour qu'ils puissent avoir une bonne éducation, pour pouvoir devenir quelqu'un de meilleur demain pour notre pays. Bon, je me sens très content et heureux parce que moi, j'ai des organisations comme World Vision, Impact, qui est en vie, qui a des fou, pour protection de Simone, qui travaille pour l'autre Haïti, côté tout doit tout le monde va respecter. Je me sens très content et avec joie, avec le partenaire, je me sens très content et très heureux. Autre information, la radio 4VEH basée au Cap-Haïtien a fêté hier dimanche son 65e printemps, un anniversaire qui coïncidait avec la Journée nationale de l'enfant. La 4VEH est une station de radio à vocation évangélique précisément baptiste. Cette 65e bougie a été l'occasion pour la 4VEH de faire un partenariat avec la radio Sentinelle et la Convention baptiste d'Haïti dans le cadre de la diffusion d'émissions évangéliques en Haïti. Le directeur général de cette station, Storly Michel, a fait savoir que sa station, qui marche avec la technologie, est présente sur les réseaux sociaux. Il a informé que l'institution a été inaugurée au début de ce mois, une chaîne de télévision. Les déclarations de Storly Michel au micro de Myrlide Laguerre et Jasmin Denis. La 4VEH est un patrimoine haïtien, la plus ancienne des stations de radio évangélique du pays, de la Caraïbe, parmi les plus anciennes du monde. Mais qu'en est-il de l'avenir? Avec 65 ans, n'est-on pas à la fin de la course de l'espérance de vie? Mes amis, rassurez-vous, la 4VEH ne cesse de se rajeunir. Aujourd'hui, maintenant, vous nous trouverez partout. Sur le 840 AM dans le Grand Nord, sur le web, à radio4veh.org, sur notre page Facebook, les numéros de téléphone nationaux à écouter de votre journal et par le biais d'applications dédicacées sur votre téléphone intelligent. Le début du mois de juin a vu naître la télévision 4VEH à Cap-Haïtien. Et ce matin, nous sommes les témoins historiques de l'inauguration de ce partenariat entre la Convention baptiste d'Haïti, la radio Sentinelle et la 4VEH. Nous vous présentons ce partenariat comme un enfant nouveau-né. Un enfant nouveau-né aujourd'hui de 65 ans. Bien tombé, n'est-ce pas, pour cette journée internationale ou nationale des enfants. Nous célébrons comme un enfant avec les enfants. Pour sa part, l'un des responsables de la radio Sentinelle, Maître Osner Févry, a salué le travail effectué par la 4VEH durant ses 65 années d'existence. Osner Févry se réjouit du partenariat conclu entre les responsables des deux médias. Il croit qu'à défaut de publicité, les médias à vocation évangélique résisteront grâce à l'accompagnement de Dieu. Plus de détails avec Maître Osner Févry au micro de Myrlide Laguerre et Jasmin Denis. Ça signifie que désormais, Radio 4VH va être pénétrée, ou va pénétrer l'ouest, le sud, la Grand'Anse et le Nil. Désormais, Radio Sentinelle offre sa fréquence, le 93.9, à Radio 4VEH, à l'occasion de ses 65 ans, pour lui dire, puisque nous faisions le même travail, puisque le travail consiste à la propagation de l'évangile de Jésus-Christ, vous ne faites pas de publicité, mais le Seigneur pourvoit aux besoins de Radio 4VA depuis 65 ans. Nous ne faisons pas de publicité, mais grâce à des frères et sœurs, le Seigneur pourvoit à l'existence, au financement technique, administratif et autres de Radio Sentinelle. Alors, essayons ensemble de lier nos efforts pour que l'évangile aille
plus loin pour la consécration des chrétiens, mais aussi pour l'édification de nos âmes. Sur Radio Sentinelle, lorsque vous nous écoutez, vous entendrez ma voix dire ici Radio Sentinelle, à cause de l'Évangile, à cause de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons faire avec ce partenariat qui signifie que désormais, ici dans le sud, dans l'ouest, dans le Nil de la Grandance, vous écouterez sur Sentinelle la radio 4VH. Coup d'œil à l'étranger à présent. Jeb Bush a annoncé sa candidature à la primaire républicaine pour la course à la Maison-Blanche ce lundi. L'annonce est guettée depuis 6 mois, quand le républicain était de fait entré dans la course en confirmant son intérêt pour la présidence. Jeb Bush, qui a été gouverneur depuis près de 10 ans, a fixé ses objectifs économiques, notamment une croissance de 4% au cours de son discours prononcé dans son fief de Miami, en Floride. Toujours à l'étranger, le Saint-Siège a annoncé ce lundi l'ouverture d'un premier procès au Vatican dans une affaire de pédophilie le 11 juillet 2015. L'accusé est un ancien nonce apostolique en République dominicaine, José Wesolowski. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs durant son séjour romain entre août 2013 et septembre 2014, ainsi que durant son mandat d'ambassadeur en République dominicaine. Reportage Euronews. Un procès pour pédophilie va s'ouvrir en juillet au Vatican. C'est une première. Sur le banc des accusés, l'ancien archevêque polonais Józef Wazolowski. Il est accusé d'abus sexuels sur mineurs lorsqu'il était ambassadeur du Vatican en République dominicaine de 2008 à 2013 et de détention de matériel pédopornographique. L'accusation s'appuie sur des articles de presse locaux accusant Wazolowski de rapports sexuels tarifés avec de jeunes garçons. Wazolowski a été défroqué et maintenant il va y avoir une procédure criminelle contre lui. Et le fait que le Vatican ait maintenant fixé la date pour le début de son procès signifie que le pape François veut aller jusqu'au bout de l'affaire. Le pape François, qui prône la tolérance zéro pour les ecclésiastiques impliqués dans des affaires de pédophilie, a aussi accepté la démission d'un archevêque et de son adjoint aux États-Unis. Ils étaient accusés d'avoir fermé les yeux sur des abus sexuels commis par un prêtre de leur archidiocèse. La semaine dernière, le pape a annoncé la création d'une instance judiciaire spécialisée pour les évêques accusés d'avoir couvert des abus sexuels sur mineurs. Et à présent, le rappel des titres avant de fermer cette édition. Entre 3 et 3,8 millions d'Haïtiens sont en situation d'insécurité alimentaire, s'alarme le coordonnateur national de la sécurité alimentaire. Une situation qui risque d'empirer dans les prochains jours en raison notamment de la dévaluation de la goutte par rapport au dollar américain, prévient Pierre-Gary Mathieu. Plusieurs candidats écartés de la course à la présidence contestent la décision du CEP. Edwin Zeni dénonce une exclusion. La plateforme politique paysan, un manque de volonté du CEP à organiser de bonnes élections dans le pays. 17 pays assistent à la conférence régionale annuelle de l'Association des chambres de commerce de l'Amérique latine et de la Caraïbe, ouverte ce lundi à Port-au-Prince. Evans Paul a lancé les échanges autour du thème « L'investissement de la diaspora en Amérique latine et dans la Caraïbe ». Dans l'actualité également, hier 14 juin a marqué la journée nationale de l'enfant. L'Institut du bien-être social a pour l'occasion tenu un salon de la protection des enfants, une occasion pour certains enfants de se familiariser avec leurs droits fondamentaux. Ce 14 juin a aussi marqué la journée mondiale des donateurs de sang célébrée par la Croix-Rouge haïtienne autour du thème « Merci de me sauver la vie, don de sang, don de vie ». Les donateurs se font rares, déplore la CRH. À l'étranger, aux États-Unis, Jeb Bush annonce sa candidature à la primaire républicaine pour la course à la Maison-Blanche. Et puis, enfin, et toujours à l'étranger, le Saint-Siège ouvre en juillet prochain un premier procès au Vatican dans une affaire de pédophilie. L'accusé, un ancien nonce apostolique en République dominicaine, accusé d'abus sexuels sur mineurs. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de votre attention et de votre fidélité. Très bonne suite de programmation sur Télésignal.